Un petit mot peut-être, on a parlé pendant ce sommet, je ne vais pas vous demander de faire la synthèse, vous inquiétez pas, mais on a parlé dans ce sommet, moi ce qui m'a frappé de façon très calme et parfois de façon un peu plus agitée, si on peut parler, enfin certaines personnes ont parlé et sont partis au moment où on voulait leur répondre, où Christian voulait leur répondre. Je veux juste savoir, enfin on ne va pas faire notre débat là-dessus, mais quand même que vous réagissiez à ça. Est-ce que c'est un problème français qu'on a avec ça, ou de ne pas pouvoir débattre, parfois? Alors je ne sais pas, moi j'ai choisi cette profession il y a un certain temps déjà, pour deux raisons. La première, c'est que c'est évidemment un métier merveilleux, de pouvoir créer du savoir et partager ses connaissances avec des étudiants et un public plus large, mais aussi parce que l'université est un lieu de débat ouvert, où des gens qui ont des opinions très différentes partagent des savoirs avec respect, avec empathie. Et ça me choque un petit peu, c'est vrai, de voir qu'il n'y a pas de dialogue possible. D'autant plus que la frustration de ces personnes, je la partage et tous mes collègues la partagent, et j'imagine la très grande majorité d'entre vous la partagent. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile avec le climat. Nous avons perdu 30 ans. Ça fait 30 ans que les gens de TSE vont dans les ministères, vont dans les organismes de régulation et dire il faut faire quelque chose. Et nous, on a des solutions. On a des solutions qui ont marché pour beaucoup d'autres polluants. Et essayer de les écouter. Après, ça ne se passe pas. C'est une situation dangereuse. Et donc, en fait, il y a beaucoup de sympathie pour cette frustration. Mais ce n'est pas ce mode d'action qui va aider. Parce que n'oubliez pas qu'on a un gouvernement qui est élu, et ces gouvernements réagissent évidemment à l'opinion publique. Et l'opinion publique, les gilets jaunes, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un pouvoir d'achat qui diminue énormément. Et la seule façon de procéder, c'est d'avoir des mécanismes qui sont des mécanismes économiques qui vont faire en sorte que l'objectif sera atteint de façon crédible et au moindre coût. Sinon, ça va être la révolte sociale généralisée, et donc c'est quelque chose qui, je pense, serait catastrophique. Voilà. On va y revenir, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous appelez le voile d'ignorance. On l'a vu, on le vit tous, nous aussi, presse économique, on a du mal à faire comprendre certaines choses qui sont pourtant factuelles. Je voudrais juste qu'on revienne dans la continuation des deux témoignages qu'on avait, grandes entreprises, petites entreprises, en fait, tout revient à ça tout le temps, sur cet équilibre entre éthique et profit. Alors, je crois que Mathias et Jean, vous avez travaillé sur des modèles là-dessus. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer des travaux académiques en 1 minute 30 ou voire en 3 minutes, mais peut-être nous donner un peu des pistes de réflexion d'après les travaux que vous avez pu faire ou vous êtes en train de faire là-dessus. Je ne sais pas qui veut comment. Mathias, si vous voulez peut-être nous raconter un peu ce que vous êtes, ce modèle-là sur lequel vous avez travaillé avec Jean. D'accord, un grand merci. Oui, en fait, en 2 mots, je dirais que la question qu'on pose un petit peu dans ce papier, qui s'appelle The Morality of Markets, dont la dernière version d'avril de cette année est disponible sur le site de Jean à TSE. Donc, on se pose la question, en effet, de savoir jusqu'où le marché est incompatible ou pas avec l'éthique. Et on part d'un petit modèle qui regarde les différents acteurs dans la société, dont en particulier les décideurs d'entreprise. Ils font un arbitrage entre profit et niveau d'éthique, bien-être sociétal, en sachant que les poids qu'ils mettent sur les deux objectifs peuvent être différents, ou le poids relatif peut être différent. Et on s'intéresse notamment à des marchés où les choses peuvent être problématiques, où les consommateurs peuvent être séduits par des comportements un peu éthiques, hein, des mafiosi qui veulent acheter des armes, des consommateurs qui sont en manque d'opiacés, des patients naïfs dans les EHPAD. Et donc on se pose la question, est-ce que le marché est bon ou pas bon? Et en fait, on a des résultats un peu contrastés. D'abord, on dit voilà, a priori, ce n'est pas la concurrence qui est un problème en tant que telle.
ce qui n'est pas évident a priori, parce qu'on entend souvent l'idée, ah ben bien sûr, si je ne fais pas cet écart éthique pour gagner plus d'argent, un concurrent le fera, donc à quoi bon? En fait, ce qu'on montre, c'est que ce raisonnement n'est pas correct, il est partial. En réalité, lorsque la concurrence entre entreprises est assez symétrique, plus de concurrence, certes, veut dire qu'on peut gagner plus de parts de marché avec des techniques peu éthiques dans ces marchés. Donc ça, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, la concurrence baisse le prix et donc on gagne moins par nouveaux consommateurs puisque le prix sera plus bas. Et ça va dans l'autre sens. Et on a un résultat, disons, de neutralité assez générale, ce qui est sympa pour les économistes parce qu'on croit en la concurrence. D'un autre côté, et ça revient à la première partie de notre débat, on montre que si les entreprises sont moins intrinsèquement éthiques, c'est-à-dire qu'elles mettent plus l'accent sur le profit par rapport aux objectifs sociétaux, sans surprise, ça va réduire l'éthique moyenne. Et en outre, il y a un risque de contamination des entreprises plus éthiques, plus intrinsèquement éthiques, qui vont devoir un peu s'aligner sur les autres. Et que là, il sera intéressant de protéger ces entreprises-là de la concurrence. Donc, notamment dans des secteurs, par exemple, comme la santé, où il y a quand même énormément d'imperfections de marché. Donc, en ce sens-là, je dirais que il faut travailler sur des limites aux excès de cupidité de certaines entreprises. Voilà. Quand on entend l'argument qu'on entend souvent, par exemple d'un grand groupe pétrolier français dans un pays en Afrique qui vous dit si c'est pas moi, ça sera les Chinois, ça sera pire. C'est pas un bon argument d'après ce que vous dites, parce que la concurrence, ce que disait le propos de Mathias sur la première partie, ce n'est pas un argument relevant. Ce que j'ai aussi noté, c'est que la concurrence doit s'arrêter quelque part quand on a, pour un leader de l'éthique, qui doit être protégé, hein, c'est bien ça, Jean. Et là, je pense à un autre marché sur lequel on se pose beaucoup de questions. Par exemple, on avait ici un acteur donc des résidences pour retraités, où on a le débat en France, en tout cas sur les crèches, où s'arrête où doit s'arrêter la concurrence. Alors, je dirais il y a deux choses. Il y a les choses qu'on peut réguler, où l'État peut avoir un effet. Et dans ce cas-là, il vaut mieux quand même que ce soit l'État qui le fasse. Et les choses qui sont plus difficiles à réguler, dans ce cas-là, il y a la responsabilité sociale de l'entreprise devient plus importante. Et je voudrais insister sur le premier cas. C'est-à-dire que dans le cas du climat, on a tous les pays du monde pratiquement depuis 30 ans qui procrastinent et refusent de jouer leur rôle de régulateur. Mélanie parlait tout à l'heure des entreprises qui pouvaient effectivement mettre un prix sur la nature et la protection de la nature, ce qui est très bien, mais c'est une action volontaire pour quelques entreprises. Ce qu'il faut, c'est effectivement que toutes les entreprises soient soumises exactement à ce coût pour qu'elles internalisent l'impact de leur action sur le climat. Et c'est très facile à faire. Ça s'appelle un prix du carbone, tout simplement. Ça suffit pas. Le rapport Blanchard-Tirole, Christian Gaulier était l'auteur d'un des chapitres, d'ailleurs, explique pourquoi c'est loin de suffire. Mais là, on peut avoir une régulation. Donc là, c'est l'État qui est défaillant. C'est l'État, dans tous les pays, pratiquement, est défaillant. Et quand on voit qu'on a des prix de 5 € la tonne en Chine, aux États-Unis et ailleurs, c'est totalement dramatique. Le plan de Biden n'est pas un plan vert. C'est un plan qui aura relativement peu d'impact sur le climat, sauf par le côté recherche de rupture. Ça sera très utile. Voilà, si les États ne prennent pas leurs responsabilités, vous pourrez toujours, en tant que consommateur, vous approvisionner auprès d'une entreprise qui sera moins verte que les autres et qui fera des prix plus bas. J'étais très frappé dans ce que disait Pierre Coppet de Vinci tout à l'heure, la question qu'est-ce que vous faites face aux contestations, qui disait mais en fait c'est de la responsabilité de l'État, et on a l'impression que parfois l'État ne prend pas ses responsabilités. Ça va un petit peu. Alors voilà une partie prenante un peu affaiblie d'après le constat que vous venez de dresser. Quid des autres qui sont, on a parlé beaucoup des entreprises, il y a les ONG, il y a les collectivités locales, il y a les experts dont vous êtes un symbole.
qui sont aussi rejetés. Donc, comment on va s'en sortir pour définir, si on prend le big picture, là, pour définir le bien commun ensemble, puisque les organisations internationales, c'est compliqué, la gouvernance mondiale, elle est en miettes aussi. Donc, que faire ? Alors, tout d'abord, je dois dire que la responsabilité sociale des entreprises, des investisseurs, des consommateurs est importante. Il y a une double défaillance du marché et des États. Donc, qu'est-ce qui reste? La société civile, en gros. Donc, il n'y a plus que nous pour faire barrage. Mais ça suffira pas. On peut pas. On l'a vu, même les efforts qui ont été faits, les petits efforts qui ont été faits depuis 30 ans, n'ont pas servi à grand-chose. Donc là, il faut faire autre chose. Il faut une certaine responsabilité sociale. Maintenant, il y a deux sujets différents. Il y a des experts. Donc, on va peut-être revenir sur la question de la confiance dans les experts. Mais je voudrais terminer avec les autres parties prenantes. Aujourd'hui, les États se défaussent systématiquement. C'est-à-dire qu'ils demandent, je vais vous donner 3 exemples très rapidement, ils demandent à d'autres acteurs de faire le boulot pour eux. Donc, prenez par exemple en France, on a une directive des contrats publics, dans lequel les collectivités territoriales doivent tenir en compte l'impact climatique de leurs achats. Sur le papier, ça paraît très normal, c'est rien de plus logique. Seulement, c'est pas le bon acteur pour faire ça. C'est pas le bon acteur pour 36 raisons. D'abord, ils n'ont pas les capacités pour vérifier les déclarations des entreprises sur leur pollution. Ils n'ont pas ça. La collectivité territoriale du coin ne peut pas faire ça. Ensuite, il n'y a pas de prix du carbone. Donc, il y en a certains qui vont appliquer 1 euro, d'autres vont appliquer 2000 euros la tonne de carbone. Parfois, ils vont choisir les critères pour faciliter la vie de leurs copains locaux, etc. Enfin, ce n'est pas le bon instrument, c'est à l'État de le faire. Je dirais la même chose. Aujourd'hui, il y a une tendance générale sur ce qu'on appelle mission creep en anglais, c'est-à-dire demander à toutes les parties prenantes et les agences gouvernementales de tenir en compte les critères ESG. Très bien, a priori c'est merveilleux, sauf que de nouveau, ils ne sont pas équipés pour le faire, ils n'ont pas les instruments de mesure, ils ne sont pas du tout ces choses-là, et ils risquent de perdre leur indépendance, comme la Banque centrale ou les autorités de la concurrence, à qui on demande aujourd'hui de s'occuper de climat, de pauvreté, de tas de choses, et avec des conséquences qui sont assez désastreuses, et ça facilite en plus l'idée que les États peuvent se défausser impunément sur d'autres parties qui eux-mêmes ne sont pas qualifiés pour le faire. Mathias, vous partagez, j'imagine, j'espère, le point de vue de Jean Tirole, qui est quand même assez désespérant. Alors, quelle est la bonne solution? Quelle est la partie prenante? Donc, on va venir aux experts que vous êtes, mais est-ce qu'on peut souhaiter une république des experts? C'est quand même pas très... je ne sais pas, hein, c'est peut-être la solution, mais comment est-ce que vous voyez... vous avez aussi vos lunettes à Bruxelles autour de la Commission européenne. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous partagez cette vision, une sorte de défaillance des États, assez générale d'après ce que dit Jean? Je crois qu'il y a en effet une certaine crise des États liée, je crois, enfin 2 facteurs parmi d'autres, hein, mais d'abord la globalisation n'a pas été très maîtrisée. Hein. Je dirais que aujourd'hui, vous avez des grands groupes mondiaux, et puis vous avez des États quand même qui sont de plus petite taille et qui peuvent être mis en concurrence. Alors l'Europe, de ce point de vue-là, puisque vous parlez de l'Europe, est un peu paradoxale, parce que d'un côté, elle veut, je crois que c'est bien, devenir plus fédéral, avec plus de centralisation, et je crois qu'on le voit à chaque fois que c'est nécessaire. In fine, l'euro est maintenant plutôt populaire, on commence à se dire, oulala, on n'a pas assez coordonné la défense, etc. Maintenant, c'est vrai que l'Europe, parfois, organise un peu aussi son incapacité. Hein. C'est intéressant que le grand marché européen, qui a priori est une bonne idée, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un article de Friedrich Hayek de 1939 qui parle d'un interfédéralisme, concurrence fédérale, enfin entre parties sous-fédérales
donc au niveau économique, et qui dit, ben voilà, ce qu'il faut, c'est un grand marché avec 4 libertés. Et donc, boum, nous avons une concurrence fiscale extrême sur le capital, nous avons des travailleurs détachés, etc. On ne sait pas, et alors, on est un géant régulatoire, mais on est un nain budgétaire. Je veux dire, on a des États membres relativement, disons, à gauche par rapport aux États-Unis, et donc le poids total des dépenses publiques est plus élevé dans le PNB qu'aux États-Unis, mais le budget de l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est 1% du PNB. Et donc, on a un petit peu organisé aussi la fragilité de l'État. Maintenant, je crois que donc les entreprises ont un rôle à jouer, mais je crois qu'il faudrait en partie, bon d'abord je crois en effet qu'il est fondamental, je suis tout à fait d'accord avec Jean, de leur donner des signaux de prix qui sont importants, donc en ce sens-là, la taxe carbone évidemment, parmi d'autres choses. Après, on peut travailler aussi sur leur organisation. Enfin, quant à la société civile, je dirais que ce qui moi m'inquiète un petit peu, c'est que malgré tout, la remarque de John Kennedy sur ne demandez pas juste ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, je trouve qu'on n'a pas beaucoup progressé dans le sujet. Et ça revient un petit peu au speech assez fascinant de Paul Seabright hier sur les narratifs qui permettent d'avoir des sacrifices communs, etc. Je crois qu'on devrait travailler là-dessus. Maintenant, c'est vrai que dans une société où nous n'avons malgré tout, même chez nous, pas assez d'égalité et surtout pas assez de mobilité sociale, c'est compliqué. Donc je crois qu'il faudrait travailler tous ensemble à ce sujet, mais tout le monde est responsable. Hein, et la société civile est parfois un petit peu exonérée facilement. Tout le monde est responsable, donc personne ne l'est vraiment. C'est quand même ça peut-être le souci. Moi, j'ai été très frappé par les annonces de la Première ministre il y a quelques jours, où, en fait, c'était la désignation de secteurs cibles. C'était vraiment aux entreprises, on fixe des objectifs aux entreprises de s'en occuper, etc. Alors, on va avoir... J'espère, le même jour, il y avait le fameux rapport Pisani-Ferry avec des solutions de financement. J'espère qu'on va avoir, et on devra avoir, l'autre partie de la communication gouvernementale là-dessus. Est-ce qu'on leur en demande pas un peu trop? Et alors moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est quand on discute avec les entreprises, c'était le cas notamment du patron d'Amazon France, il vous sort des experts. Donc finalement, on a comme une descente de responsabilité et finalement, on a besoin des experts. Il y a un expert qui a dit mon taux d'impact est de tel, j'ai créé tant d'emplois, un cabinet d'expertise indépendant a dit que, et on entend beaucoup ce mot d'expert. Et je sais que vous avez travaillé là-dessus, Jean Tirole. Et j'aimerais bien que vous, pour terminer ce sommet, que vous nous disiez au fait qui doit vraiment s'y mettre et la responsabilité de gens comme vous, des vrais experts. Tout d'abord, je dois dire que ce n'est pas aux experts de décider, évidemment pas. Il y a des élus pour ça et tout ce qu'on peut faire, nous, experts, c'est deux choses. D'abord, augmenter la taille de la boîte à outils, essayer de comprendre mieux les choses. Et l'autre, c'est de partager ce savoir, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus à TSE, que honnêtement, moi, je n'avais pas fait jusqu'il y a 10 ans maintenant, parce que je partageais mon savoir avec d'autres experts, des experts des entreprises, des régulateurs, des banques centrales, voilà, et je pense que c'est pas comme ça qu'une démocratie fonctionne. Une démocratie peut fonctionner que s'il y a un électeur derrière qui a conscience des enjeux. Donc ça pose la question de comment faire. Maintenant, condamner les experts, c'est totalement irresponsable. De même qu'on condamner les politiques, c'est totalement irresponsable. Condamner les experts, ça ne va pas. C'est ce que font évidemment tous les populistes qui ne veulent pas entendre le moindre fait, qui ne veulent pas entendre le moindre raisonnement. Donc ça, c'est Trump, c'est les Brexiteurs, c'est Orban, c'est Erdogan, c'est Poutine et bien d'autres encore, qui, évidemment, ont une aversion infinie aux experts et qui sont extrêmement bons, par ailleurs, à construire des narratifs. Et ça, je vous recommande de retourner au speech de Paul Seabright hier. Les narratifs, c'est souvent le contraire de la science, mais c'est là que se passe le débat. Et on pourrait y revenir. Donc ça, c'est vraiment... Et de même, condamner les politiques, oui, il y en a qui sont moins courageux que d'autres, mais tant qu'il y a l'électorat derrière, et heureusement on vit encore dans une démocratie libérale, encore pour l'instant,
ça ne marchera pas. Ce sont des démocraties qui sont extrêmement fragiles si l'électorat n'a pas accès au savoir. Et je veux dire ici que le choix qui a été fait du sommet du bien commun de ne pas rester entre experts et de partager ça, j'espère qu'il y aura 100 experts du bien commun, et je peux vous dire que nous aussi, on reviendra et on reviendra en public. Voilà, ben je vous remercie beaucoup. Bravo. Merci à toutes et à tous. Bravo, je ne vais pas faire tous les remerciements. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux sur ces 2 journées. Vincent, tu veux faire un petit... Ah, alors, j'ai une annonce importante à faire. On me rappelle à l'ordre. À l'heure de conclure, invite toute l'assistance à la coupe de champagne et cocktail. Merci. Donc voilà.